C'est bon, il est 14 heures, l'heure de commencer ce webinaire sur réimaginer l'expérience client à l'heure du télétravail. Bonjour à tous, merci de vous joindre à nous pour à ce webinaire. Donc, je suis heureux aujourd'hui d'être accompagné de Carole Stromboni, qui est experte en innovation et en transformation digitale et qui partagera cette expérience, son expérience et sa vision du contexte actuel avec nous aujourd'hui. Alors pour petit tour avant de commencer sur la gauche, vous avez la fenêtre de chat qui est disponible, sur laquelle vous pouvez parler, échanger les uns avec les autres, débattre. Et si vous avez des questions à nous poser, vous avez également une petite fenêtre de questions. Claire qui est de Zoho est là pour répondre à vos questions. On a des moments dédiés où moi et Carole pourront répondre à vos questions, et le reste du temps, ce sera Claire qui prendra le relais. Si vous avez des questions techniques sur les outils de Zoho et qu'on n'a pas le temps de les couvrir pendant ce webinaire, nous prendrons le temps d'y répondre après le webinaire en vous en renvoyant un email par la suite. À noter, ce webinaire est enregistré et nous partagerons avec vous l'enregistrement suite au webinaire, et vous recevrez également la présentation, et Carole vous fera profiter d'un extrait de son livre Innover en pratique, qui sera disponible au téléchargement. Vous recevrez par email dès la fin de ce webinaire. Donc pour commencer, un petit agenda du webinaire. Donc l'expérience client à l'ère du télétravail. Première, on va commencer par une présentation de Zoho, resituer un petit peu Zoho pour ceux qui ne connaisseraient pas. Suivi de la présentation de Carole, donc qui va nous présenter le contexte, un petit peu sa vision des choses via son expérience à parler avec différents DG, donc on va être amené à présenter. Et après une partie questions-réponses, une présentation des solutions que propose Zoho, et pour finir, des questions-réponses. Donc, pour commencer, la présentation de Zoho. Donc, Zoho existe depuis plus de 23 ans aujourd'hui. On a plus de 45 applications dans différents métiers qui vous permettent de gérer l'ensemble de la relation client et bien d'autres choses, l'ensemble de votre entreprise, même via les applications. Zoho est vendu dans plus de 190 pays dans le monde, et on a dépassé la barre symbolique des 50 millions d'utilisateurs en début d'année. Zoho, c'est aussi 8000 employés et un écosystème connecté d'outils qui vous permettent en fait de travailler, de multiplier les possibilités avec vos outils. L'intégration de nos outils de communication sur le CRM, par exemple, en fait partie. Les grandes catégories, comme nous on aime les présenter, on a la première catégorie qu'on appelle, nous en interne on aime appeler le front office, donc tout ce qui est en relation avec le client, toute la partie visible d'une entreprise, qui va être les applications de marketing, de vente et de support. Donc c'est vraiment ce qui va être dans le but de répondre à vos questions, aux questions de ce webinaire. Mais on a également toute une partie productivité, collaboration, dont vous avez peut-être assisté. J'ai vu qu'il y avait des personnes qui avaient assisté au webinaire avant, qui était organisé par Claire sur tout ce qui est productivité, collaboration, donc nos outils d'email, mais également nos outils de communication en interne, ZohoClick par exemple, ou de gestion de documents, gestion de projets et autres. La dernière brique, comme je puis dire, de Zoho, c'est tout ce qui est les fonctions de support de l'entreprise, donc tout ce qui va toucher à la finance, à la partie ressources humaines, mais aussi tout ce qui va être analytics, donc pour pouvoir faire de la veille stratégique, pour analyser les données de votre entreprise. Donc ça, c'était pour la présentation de Zoho. Donc pour la suite, je suis très heureux de passer la parole à Carole. Donc comme je l'ai dit juste avant,
Carole est diplômée de sciences politiques. Elle a fait HEC Paris et HEC et Paris Descartes. Elle est experte en innovation et en digital depuis plus de 15 ans. Elle est freelance en digital et en innovation. Elle est conférencière. Elle anime beaucoup de conférences, notamment à Vivatech. Elle est aussi mentor et jury d'accélérateurs dans des accélérateurs de start-up. Et en janvier dernier, elle a sorti le livre Innover en pratique. Et pendant le confinement, elle a sorti un podcast qui s'appelle L'épreuve coronavirus, où elle interviewe des DG d'entreprises sur comment ils se sont adaptés en fait au coronavirus, au confinement, etc. Je vous invite fortement à vous abonner et à écouter ce podcast. Donc Carole, je te laisse la main. Je reste disponible en cas de besoin. Bonjour à toutes et tous. Donc effectivement, moi j'ai sorti ce livre pour les PME sur l'innovation en début d'année chez Erol. Et si vous restez jusqu'à la fin du webinaire, vous aurez les 50 premières pages gratuitement pour vous faire une idée de ce que je raconte. Dans ce livre, je parle, j'ai 3 grandes parties sur comment innover, une sur tout ce qui est l'humain, une deuxième sur l'expérience, au sens expérience client, et une troisième sur la frugalité. Donc là, je vais développer plutôt les éléments d'expérience client. Et je voulais partager avec vous une idée forte que j'ai, c'est que l'innovation, c'est un état d'esprit et des techniques. C'est comme le marketing finalement, c'est pas juste un état d'esprit et ce ne sont pas seulement des techniques, il faut avoir les deux pour réussir. Là, dernièrement, j'ai mentoré un groupe de jeunes start-upers sur du prototypage, qui est un autre aspect de l'innovation. Et je me suis aperçue qu'ils n'avaient pas du tout les techniques et du coup, c'était difficile de leur apprendre quelque chose de vraiment pérenne. Et pour moi, l'innovation, c'est un peu comme un sport de haut niveau. Il y a beaucoup d'éléments à maîtriser. Et après, ça a l'air facile, mais voilà. Donc, c'est un état d'esprit et des techniques. Et donc, quand j'aborderai un peu les questions d'expérience client en fin de présentation, je vous développerai un peu cette idée-là. Voilà. Donc, comment innover après le confinement sur l'angle évidemment d'expérience. Pour moi, l'innovation, ce serait une improvisation qui durera. Pendant les conférences que j'ai déjà faites pendant le confinement, il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit oui, on a improvisé, on a innové, mais véritablement, une innovation, ça ne sera pérenne que si elle perdure, que si elle est acceptée, si on y a un engagement, voilà, si on la voit dans la durée. Donc, il y a eu beaucoup d'improvisation et c'est la durée qui nous dira si ça va devenir vraiment des innovations, si les pratiques de télétravail vont s'installer durablement, si ça va continuer de permettre aux personnes d'être plus productives, plus impliquées, d'avoir un meilleur équilibre de vie personnelle et professionnelle. Donc voilà, pour moi, l'innovation, ce sera une improvisation qui durera et on va voir comment ça se passe dans les prochains mois. Pour cette présentation, j'ai 3 mots-clés en fait. C'est le télétravail, le digital et l'expérience client. Donc je vais vous parler un peu de tout ça. 4 idées sur le télétravail avant de parler d'expérience client. Donc, évidemment, le télétravail a été accéléré par le confinement. Avant le confinement, c'est une étude de la DARES de 2019, on avait seulement 7% des salariés qui télétravaillaient, soit 1,8 million de personnes, et c'était 3% des salariés qui pratiquaient au moins un jour par semaine. C'était très occasionnel et c'était beaucoup les cadres. En fait, moi, je suis dans un univers où beaucoup de monde télétravaille, donc je tenais aussi à remettre un peu les choses en perspective. J'imagine que vous êtes peut-être dans des métiers où vous ne télétravaillez pas. Et effectivement, ça restait avant le confinement quelque chose d'assez, juste 3%. On sait bien de remettre les idées en place sur ce sujet-là. Et en revanche, 61% des Français souhaitaient télétravailler. Donc il y avait déjà avant le confinement une forte demande pour ce télétravail. Et aujourd'hui, on a vu que 30% des salariés ont télétravaillé ou télétravaillent encore en France. Donc pour l'instant, les sources c'est un regroupement de différentes sources. Voilà. Et on voit aussi que 55% des personnes qui ont télétravaillé durant le confinement souhaiteraient en profiter pour télétravailler davantage durablement. Pas toutes, et j'en parlerai un peu, j'ai quelques retours d'expérience. Certaines ont envie aussi de retourner au bureau. Et vous l'avez vu, ça n'a pas été un télétravail normal, puisque le télétravail, c'est rarement 100% chez soi, avec sa famille dans son appartement ou sa maison. Donc, c'était vraiment une situation particulière, mais on a quand même plus de la moitié des personnes qui souhaitent télétravailler. Et ça, c'est confirmé par une autre étude qui, elle, parle de 62%. Donc, on a à peu près entre 50 et 62%
de personnes qui souhaitent continuer. Et là, on va voir comment les entreprises réagissent. Les entreprises ont une pente naturelle. Moi, je l'ai vu quand j'ai interviewé beaucoup de DG de PME ou autour de moi-même. Celles qui faisaient déjà confiance, qui avaient déjà encouragé le télétravail, ont plus accentué, ont donné beaucoup de liberté. Et après, avec le déconfinement, elles ont continué. On voit un mouvement inverse, une autre pente naturelle qui va vers l'inverse et qui, au contraire, essaie de ramener les salariés dans les bureaux, qu'ils le veuillent ou non. Aujourd'hui, c'est ça qui se passe. Et on a vu que des entreprises, bon, on parle beaucoup des entreprises américaines comme Facebook ou Twitter, mais on a aussi PSA qui annonce que le télétravail ne sera plus l'exception, mais la règle. Il y a bien sûr des questions financières derrière tout ça, hein. On a connu les open space ces dernières années. Là, le télétravail, c'est l'étape un peu ultime, qu'on pourrait même qualifier d'extrêmement disruptive, qui permet de ne pas payer de locaux et donc de déplacer cette charge sur les personnes. Et ça, effectivement, ça donne une liberté. Il y a aussi des sujets très forts de salaire, puisqu'on voit des sociétés comme Facebook qui annoncent que les salaires seront probablement différents en fonction de là où on vit. Ça pose beaucoup de questions. En tout cas, ce confinement a été un déclencheur pour certaines entreprises, dans un sens ou dans l'autre, c'est ce que je vous disais. Deuxième idée, le télétravail touche différentes catégories sociales. Donc, on l'a abordé un peu en filigrane, mais c'est important à voir, c'est que on avait parlé de 61% de cadres qui télétravaillaient. Ben voilà, on est un peu autour de 58% sur cette étude-là, et c'est seulement 2% des ouvriers et 20% des employés. Donc il y a quand même une certaine population qui télétravaille, et du coup, par rapport au sujet de l'expérience client, eh bien, ça conditionne aussi certaines expériences clients qui sont attendues et pour lesquelles les gens ont un certain potentiel financier pour se les payer. Le troisième idée, c'est que le télétravail est lié aux souhaits des nouvelles générations. Donc, ce n'est pas un phénomène isolé. Moi, j'avais fait une conférence il y a déjà à Vivatech, j'en avais parlé, c'était il y a 2 ans, je crois déjà, sur un CDI, mais pas tous les jours. Ça venait d'une étude de Mazars qui donnait un peu sur les 15-24 ans l'idée de quête du sens qui était médiatisée, qui ne se retrouvait pas forcément sur le lieu de travail, et l'idée que les jeunes ne voulaient pas forcément travailler toutes les semaines. Donc, c'était une façon de formuler le besoin de sécurité versus le besoin de liberté, d'avoir du temps de faire d'autres choses. Et ça, c'est lié quand même à un désir des nouvelles générations, qui aussi est présent chez d'autres générations moins nouvelles, et qui est une tendance de fond sur le rapport au travail salarié. On voit notamment l'essor des freelances. Moi-même, je suis freelance depuis 1 an et demi. Et c'est plutôt un symptôme que le monde du travail ne répond pas toujours. Les relations hiérarchiques, les silos, le côté devoir justement se présenter tous les jours au bureau alors qu'on pourrait faire des choses de chez soi. Donc c'est aussi quelque chose à remettre en contexte, cet essor du télétravail et tout ce qu'on entend dans les médias. Même si on l'a vu, ça ne concerne pas toutes les personnes qui travaillent en France. Et quatrième et dernière idée sur le télétravail n'a pas touché les PME de la même façon. Donc moi, je me suis intéressée aux PME puisque c'est l'objet, c'est la cible de mon livre. Et donc, j'ai monté un podcast en une petite semaine juste après la déclaration du confinement par le président Macron. Et là, je vais vous faire quelques verbatims. Donc, notamment, donc, le jour 36, c'était 36 jours après les débuts du confinement. Chaque semaine, j'interviewais des PME, des DG seulement. Et j'interviewais aussi des personnes de leur équipe. Donc là, le Sens de la Ville, c'est une agence d'urbanisme à Paris, qui est une coopérative voilà, de 7 personnes. Et l'une des personnes de la coopérative, Lucille, elle me racontait son envie de retourner au bureau, de sortir de son appartement. Ils avaient déjà du télétravail avant, tous les outils. Donc eux, c'était Google, la suite Google. Mais c'était l'envie voilà, de retrouver les collègues, de reprendre son vélo, pour elle en tout cas, et de retourner au bureau. Donc il n'y avait pas non plus une envie de rester à 100% chez soi, ce qui rejoint les statistiques qu'on vient de voir. J'ai aussi interviewé Jean-Marc Neveu, qui est gérant d'une usine de plasturgie. En fait, il en a plusieurs dans la Vienne et en Vendée. J'avais déjà interviewé pour mon livre. Jean-Marc, il est très innovant. Il a travaillé sur qu'est-ce que la beauté dans une usine de plasturgie. Il a refait pas mal de sens collectif dans son usine. C'était sur ces sujets-là que je l'avais interviewé. Là, on a plutôt parlé effectivement du confinement. Donc, eux sont des personnes en usine. Ils ont une très grande usine. Ils ne sont pas partis du tout en télétravail, à part une personne qui était à l'administratif et qui l'avait demandé. Ils ont mis en place des gestes barrières, mais quand j'ai interviewé, c'était au début, j'ai fait un point d'actualité sur le dernier épisode où on voit un peu où en sont les DG de PME 2 mois après. Lui disait qu'ils étaient fatigués de ces efforts et puis aussi d'avoir peur que les autres ne respectent pas les gestes barrières. Donc voilà, tout le monde n'est pas parti en télétravail, mais tout le monde a dû quand même adapter son travail et ses relations avec ses fournisseurs, avec ses clients. Et ça, on en parlera dans la partie expérience client. Ici, on a Xavier Pinon,
qui lui a mis ses équipes en télétravail. Donc Selectra, c'est une société qui fait à peu près 54 millions de chiffre d'affaires sur tout ce qui est renégociation de factures, d'électricité notamment, d'énergie, de téléphonie. Et eux utilisent Zoho. C'est comme ça qu'on s'est rencontré avec Thomas. Lui, il a voulu mettre tout le monde en télétravail, mais il a eu des difficultés pour des raisons RGPD, puisqu'il y a beaucoup de données sensibles. Donc, même si lui, en tant que DG, il aimerait garder, il va aussi être contraint à cause de certains clients et de leurs exigences internes, on va dire, qui sont parfois notamment juridiques, hein, pas forcément sur le fond, redemander à ses équipes de ne plus télétravailler alors que ça avait marché. Donc, il y a aussi des sujets et des parties prenantes, un écosystème à prendre en compte quand on reprend un mode normal. Ah oui, donc j'ai interviewé aussi Rémi Wissling, qui est la DG de Néonès. Néonès, c'est salle de sport épisode, donc c'est plutôt parisien. Ils sont leaders sur le marché parisien et en France assez présents, mais moins. En tout cas, elles ont dû mettre, je dis elles parce que ce sont deux cofondatrices, en télétravail 500 personnes du jour au lendemain. Et Céline, qui est DG, elle, était contente de pouvoir travailler depuis chez elle. Elle avait un planning assez étendu. D'ailleurs, je l'ai interviewée un dimanche. Je pensais être la seule du dimanche, mais elle enchaînait les rendez-vous quand même. Et elle, donc, ça lui manquait de ne plus venir au bureau. Je n'ai pas eu l'occasion d'échanger avec les personnes de son équipe, mais il y avait quand même cette idée voilà, d'optimiser son temps, de voir des webinaires, notamment sur la Chine qui reprenait, comment ça se passait pour les salles de sport, ce qui est un vrai enjeu, et on le voit aussi aujourd'hui en phase de déconfinement. Mais donc, si le télétravail a été finalement simple à mettre en place, il n'en demeure pas moins qu'il y avait une envie de revenir au bureau. Et là, sur ma saison 2, donc qui commence en septembre, j'ai interviewé une DG d'entreprise dans l'Est de la France, qui a une entreprise bon, voilà, je n'ai pas encore fait tout valider, donc je la cite juste. Elle dit: parfois, quand on est patron, on est con. Je ne croyais pas au télétravail, mais j'ai changé d'avis en voyant l'application de mes équipes pendant le confinement. Elles ont transformé ma vision. Nous allons revoir la charte de télétravail en ce sens. Donc moi, ce que j'ai constaté, je vous parlais de cette porte naturelle, mais il y a aussi quelque chose qui est intéressant, c'est qu'il y a des gens qui ont évolué positivement, à la fois en tant que DG, en se disant bah, finalement, c'était 2 jours par mois, mais je vais plutôt faire 2 jours par semaine parce que j'ai vu que mes équipes étaient impliquées, elles m'ont convaincu que finalement j'avais tort. Donc ça, c'est une posture vraiment intéressante d'une chef d'entreprise qui sait se remettre en cause. Et puis j'ai aussi interviewé une assistante, une de ses employées, qui elle aussi ne le pratiquait pas avant, mais le fait de le vivre, même si ça a été difficile, lui a donné envie d'en faire plus. Et du coup, tous ces éléments-là, être chez soi aussi, ça a réinterrogé la pratique un peu professionnelle qu'on pouvait avoir, le rapport au service, comment on peut, à la fois quand on est DG, proposer des services en ligne, mais aussi quand on est consommateur, comment on interagit en ligne, quand on peut plus se rendre physiquement dans des lieux. Donc, il y a beaucoup de choses à dire. Je vais juste développer 3 cas pratiques sur des expériences clients, plutôt orientées digitales parce que c'est là où moi je connais le mieux. Et je pense qu'il y a un mouvement de fond qui a été vraiment accéléré avec ce confinement. Donc d'abord, un des 3 exemples, c'est la téléconsultation médicale en ligne qui a connu un essor très significatif grâce au confinement. C'est presque x2 pour la consultation en ligne, avec une expérience client appréciée, destinée à perdurer. Et ça a aussi été permis par une réglementation assouplie, une meilleure prise en charge par l'État. Au bémol près que quand même les 80% des consultations étaient faites entre un médecin et un patient qui se connaissait. Mais ça répond quand même à une difficulté très forte. Quand on est malade, on doit prouver qu'on est malade et donc avoir un certificat. Parfois, on ne peut pas sortir parce que justement, on est malade. Donc ça, c'est un mouvement qui a été accéléré pendant le confinement et qui va sûrement connaître une démarche de fond, être encore plus important sur un sujet médical, quand même un sujet très délicat. On s'imagine mal aller voir son médecin via son ordinateur. Et même, on peut envisager aussi, il y a déjà des développements, ça existe depuis plusieurs années, mais ce n'est pas généralisé, c'est tout ce qui est IoT, donc les objets connectés, qui permettent même chez soi de prendre sa tension, de faire des choses assez incroyables. Donc ça va sûrement se développer très fortement sur ce champ de la téléconsultation, mais aussi sur d'autres. Parce que moi, je crois beaucoup aux innovations de transposition, notamment quand on n'est pas très avancé, qu'on n'est pas une start-up. Souvent, la meilleure façon d'innover, c'est de prendre des bonnes idées ici et là, de les transposer dans son propre business. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a beaucoup de façons de déclencher l'innovation dans sa structure, et ça peut être d'aller voir une start-up qui est dans un autre métier, mais qui travaille, par exemple, si vous êtes sur les données, si vous êtes dans une banque,
vous allez voir une startup qui travaille sur des données, et là, ça peut vous inspirer, même si ce sont des données autres. Donc voilà, ça c'est un mouvement de fond sur tout ce qui est travail en ligne digital voilà, à distance. Un des deuxièmes mouvements, c'est les files d'attente. Donc ça, c'est un formidable réservoir pour innover. On l'a vu, on a dû beaucoup plus attendre pendant le confinement, faire ses courses. Voilà, moi j'habite Pantin, près de Paris, en Seine-Saint-Denis, donc c'est une zone très urbaine. Je crois aussi quand même que dans les autres régions, il y a eu beaucoup de files d'attente. Et là, on s'ennuie dans les files d'attente. C'est compliqué. Ensuite, on est aussi un peu stressé parce que, en tout cas, à l'époque du confinement, est toujours un peu pour la plupart des gens. Est-ce que les gens vont respecter les gestes barrières? Un peu comme ce que disait Jean-Pierre Neveu dans son usine. Et donc, ça, ce sont des choses dont on peut tirer parti. Quand on se place du point de vue de l'utilisateur, on se dit, ah voilà les problèmes et comment je peux profiter de ce moment-là pour améliorer les choses pour ces utilisateurs. Donc, il y a plein de dispositifs à imaginer. Moi, je vais juste vous présenter pour vous inspirer, peut-être inspirer une innovation de transposition, ce qu'a fait Disneyland Paris. Donc, ça, ils l'ont fait un peu avant le confinement parce qu'eux, ils ont déjà souci des files d'attente. Il n'y avait pas la question des gestes barrières. Là, vous voyez, ils sont déjà mis en ordre de marche. En fait, l'idée, c'était comme les gens s'ennuient, mais qu'ils aiment bien Disney, sinon on ne serait pas là, c'est de leur proposer le téléchargement d'une application, donc avec un influenceur qui va les voir dans la file d'attente ou avec des éléments de push digitaux parce qu'on a leur email quand ils se sont inscrits. Et on leur propose de télécharger cette application et de finalement avoir accès à des vidéos géolocalisées près de certaines attractions. Donc, qui peuvent être déclenchées. Maintenant, c'est très simple, on n'a pas besoin de QR code, on peut un sourire, une photo d'un certain lieu ou d'un certain objet peut déclencher le lancement d'une vidéo. Ce sont des choses assez simples qui sont liées aussi à la réalité augmentée. Et, voilà, ce sont des événements déclencheurs très, très faciles aujourd'hui. Et du coup, ils ont un taux d'usage de l'application de 80%, ce qui est extrêmement important. Et multi-usage de l'application, c'est-à-dire que 70% des personnes l'ont utilisé plus d'une fois. Ça, ce sont des excellents chiffres en termes d'application digitale. Et c'est quelque chose qui est aussi une opportunité. Voilà, quand on sait que dans son métier, on a des files d'attente, c'est l'occasion de se mettre dans la posture de l'utilisateur, de réfléchir avec le digital, notamment avec les smartphones, dont quasiment tout le monde est équipé. Qu'est-ce qu'on peut proposer comme offre, sachant qu'on sait pourquoi les gens sont là et donc on peut sûrement les aider à faire quelque chose. Là, on est dans la distraction. Il y a plein de cas d'usage possibles sur ce sujet des files d'attente. Et donc ça a été un irritant fort pendant le confinement. Dernier cas sur les expériences clients, les commandes via Internet. Donc ça a l'air évident, mais il y a beaucoup de personnes de PME qui ont eu du mal à mettre en place des systèmes par Internet parce qu'elles n'avaient pas les bonnes bases de données, parce qu'elles n'avaient pas les bons tunnels de vente ou les bons outils digitaux tout simplement. Et là, on a vu la différence. Certaines PME ont pu très rapidement, parce qu'elles étaient déjà digitales. Ça a été le cas, par exemple, de Selectra. Tout est en ligne sur le site Internet et par vente. Donc, ça a été assez simple. Ils ont même mis en place des pubs Facebook. Pour la première fois, ils ont testé des pubs Facebook et ont plusieurs centaines de leads juste avec une seule pub Facebook. Donc, ça a aussi été l'occasion d'expérimenter de nouvelles façons de communiquer. On a vu les restaurants. Donc, ça, c'est assez évident, le click and collect des restaurants. Mais ça n'a pas été que dans les restaurants. Moi, j'avais interviewé aussi Alexandre Adien, qui est DG de Dr IT. Dr IT est situé à Toulouse et c'est le leader en France de réparation high-tech. Donc, c'est à peu près 80 magasins en licence de marque pour certains. Et elle, c'est une personne de son réseau qui a eu l'idée du click and collect. Donc, voilà, je clique, Et donc, c'est un service pour de la réparation de téléphone, donc rien à voir avec la livraison, qui n'aurait jamais été en fait mis en place aussi vite sans le confinement et qui, là, va perdurer. Et là, ça va peut-être devenir une innovation si c'est une improvisation qui dure. Voilà pour les 3 idées. Il y en a évidemment d'autres. Moi, et donc 3 idées pour conclure qui reviennent un peu de mon expérience sur l'innovation. Alors, une idée, voilà, c'est 10% d'une innovation. On parle beaucoup d'idées, d'être créatif et tout. Mais finalement, le plus important, c'est de faire cette innovation, de la tester et de voir si les gens ont envie d'y aller. Donc, les 40%, c'est de l'exécution et les 50%, c'est de l'engagement. Et donc, les 90% des efforts ne doivent pas porter sur les idées. Parfois, on pense qu'on doit passer beaucoup de temps à faire des idées, on anime des sessions et tout. Mais en vérité, que ce soit les clients ou les équipes, elles ont souvent les idées. Et tout ce qu'il faut, c'est les tester dans des boucles un peu itératives, donc sur des cycles courts. Se dire, j'ai cette idée ou une personne de mon équipe a cette idée, on la met en place à faible coût, on la teste, on fait un bilan et on voit si ça redémarre. Pour les personnes qui sont habituées à la qualité, c'est un peu la même démarche de la route des lignes.
voilà, le plan, do, act, check. C'est un peu la même chose. C'est ça, une démarche innovante aussi. Et donc, sur les expériences clients que je vous ai données, il est possible de les créer sans beaucoup d'argent et de voir si ça enclenche une vraie innovation et surtout un vrai engagement. Deuxième idée, en conclusion, il s'agit toujours de rechercher, à mon sens, la très grande satisfaction client quand on innove. Et c'est cet indicateur-là qui nous permet au final de savoir si ce qu'on fait a du sens. Parce que on peut faire des choses disruptives, on peut faire des choses incrémentales, ou ce que moi je préconise, ce que je disais, les innovations de transposition. Finalement, peu importe d'où ça vient, l'important c'est que ça crée de la valeur, et notamment la très grande satisfaction client. Moi, j'avais interviewé pour mon livre Agnès Pannier-Runacher, qui est secrétaire d'État au PME. Avant ça, elle a été pendant 5 ans la DG de la Compagnie des Alpes, qui est en charge de toutes les remontées mécaniques en France et de tous les parcs d'attractions, parc Astérix, tout ça. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle a vraiment donné ça comme cible. Alors, il y a eu plein d'autres choses, hein, promotion interne, amélioration de la formation, énormément. Mais c'était ça la cible et c'est là-dessus que les gens sont évalués sur la très grande satisfaction des clients. Je ne rentre pas dans les détails, il y a des sujets un peu de quels indicateurs on choisit, comme le NPS, tout ça, mais sans être technique, c'est vraiment quelque chose qui est important. Quand on veut aller sur l'expérience client, c'est pourquoi on le fait et comment on va mesurer son succès. Voilà. Et le dernier point que je voulais aborder avec vous, parce que c'est souvent très négligé, c'est la data, la donnée. Donc les données sont partout. Mike Bloomberg, qui est un homme américain, lui dit: nous croyons en Dieu, que tous les autres apportent des données. Bon, ce sont les Américains, mais ça veut dire quand même que aujourd'hui, sans données, on l'a vu, hein, par exemple, Alexandra Dien, de Docteur IT, qu'est-ce qui s'est... Ah oui, donc elle, en fait, ne serait-ce que les données avec les emails de toutes les personnes de son réseau, elle les avait pas, donc elle n'a pas pu... elle a eu du mal à les contacter. Il y a eu plein de choses. Il y a comment on communique avec ses clients. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui de DG qui s'interrogent sur ça, comment on communique de façon digitale. Donc voilà, donc pour ça, il faut des données, des outils et des données. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci Carole. C'est super intéressant. Je voulais juste revenir un petit peu sur ce que tu disais sur la publicité Facebook de Selectra. Ce qui était intéressant aussi, ce qu'on peut écouter dans ton podcast, c'était que ça vient d'un talent interne en plus, la vidéo qu'ils ont fait sur Facebook. Et c'est quelque chose qu'ils n'avaient jamais fait avant et qu'ils se sont rendus compte que c'était un canal sur lequel ils se disaient pas qu'ils pouvaient exploiter et qu'ils se sont rendus compte que si, c'était complètement possible de l'exploiter. Ouais, complètement, c'est très juste. Oui, oui, c'est un jeune de Madrid qui qui est un peu acteur, qui a fait la publicité à distance avec le script qui a été fait par la direction de la com. C'était vraiment très intéressant. Il a eu une prime pour le récompenser et effectivement, c'est venu de l'interne. Très juste, ouais. On a vu beaucoup de choses comme ça pendant le confinement. Ouais. En fait, pour résumer un petit peu ce que tu viens de dire, demain, en fait, l'expérience client, elle sera hybride entre le digital et le physique. Il faut que on s'en est rendu compte. Tu donnais l'exemple du click and collect avec les restaurants. C'est totalement une entreprise qui avait pas du tout l'habitude, qui était complètement dans le physique, qui avait pas du tout l'habitude au digital, qui a réussi à se transformer en proposant un nouveau service. Et il y a des restaurants en plus qui l'ont gardé aujourd'hui et qui continuent de faire le click and collect. Même des cocktails aussi. C'est ça, ouais. Moi, en marketing, j'avais entendu il y a quelques années le terme figital, et je pense qu'on est en plein dedans. C'est-à-dire, c'est le côté accélérateur. C'est une tendance qu'on voyait à long terme, à peut-être 10 ans, et en fait, on se rend compte que ça y est, ça s'est accéléré. Je pense que le confinement et la crise du coronavirus, en fait, a fait que accélérer les tendances de fond qu'on pouvait commencer à déceler. Oui, très juste. Le digital, c'était à la mode. On en parlait il y a 5-6 ans, la commande par Internet et aller en magasin le chercher. D'ailleurs, on l'a vu dans la grande distribution, ça s'est développé où parfois on commandait, ça existe toujours, on commande et puis on peut aller chercher les courses sur place. Donc oui, effectivement, là, c'est l'accélérateur qui est vraiment intéressant. C'est ça. Je vais reprendre la main sur la présentation. Pour la suite,
pour la suite, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser. Sur la partie questions, il y a toujours Claire qui est disponible dans le chat si vous voulez rebondir par rapport à ce que vient de présenter Carole. N'hésitez surtout pas. J'avais envoyé un email pour vous demander des questions à poser en amont. J'en ai reçu quelques-unes, donc je voulais les partager. Donc la première question est de Alexandre Marc qui dit je suis pour le télétravail et mes équipes sont restées très actives pendant le coronavirus, mais mon entreprise ne permet pas de généraliser à toutes les équipes. J'ai peur que cela déséquilibre mes équipes et casse les liens. Avez-vous des conseils? Alors Carole, n'hésite pas à intervenir. Moi, du point de vue de Zoho, l'utilité d'avoir des outils connectés qui puissent permettre de garder l'échange, que ce soit du chat ou de la réunion en ligne, pouvoir se connecter facilement les uns avec les autres, garder en fait ce contact. Le télétravail, la plus grosse difficulté du télétravail, c'est de garder l'humain en fait au cœur de l'expérience dans l'entreprise. Carole, je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter. Oui, bah, je trouve que c'est très juste comme question et comme interrogation parce que là, il y a une sorte de liberté qui s'est créée. Il y a même des personnes qui ont eu finalement plus de liberté à travailler chez elles parce qu'il y avait moins de comités, peut-être moins de réunions. Certaines ont eu le contraire, hein. Mais moi, j'ai des échos et du coup, là, on sent que parfois les taux se resserrent, qu'on doit refaire telle et telle chose, telle et telle procédure. Et donc ça peut être décourageant. Et c'est ce que je disais sur la pente naturelle. Souvent, ce sont les DG ou les DRH qui veulent que les salariés reviennent. Et, euh, et, et bon, ça tout dépend du contexte, mais j'imagine qu'il faut quand même aller voir pourquoi et essayer après de convaincre pour des raisons que vous mentionnez, hein, d'équité entre les équipes, d'implication au travail, peut-être trouver des arrangements. Aujourd'hui, d'ailleurs, on voit beaucoup de syndicats, en tout cas, j'ai quelques retours qui étaient un peu vent debout contre le télétravail, qui finalement ne veulent plus que retourner au travail, c'est assez drôle. J'ai des échos assez positifs sur des structures qui sont prêtes à proposer du télétravail flottant, 2 jours, lundi, mardi, puis les vendredis suivants, jeudi, vendredi, ce qui change complètement le rapport au travail qu'on pourrait avoir physique, on peut vivre complètement ailleurs. Donc tout ça, c'est effectivement à creuser avec la DRH et la DG, d'identifier pourquoi il y a des blocages et puis de trouver peut-être des arguments et puis et voir avec les autres managers comment essayer de convaincre et impliquer les équipes. Après moi, je ne suis pas une experte du management, mais je trouve qu'un management authentique où on parle de ses difficultés, tout en étant loyal, c'est plutôt bien et ça peut être compris des équipes. Donc voilà, c'était un peu moi, mes réactions à chaud. Oui, et puis il va falloir également tester, c'est-à-dire que il y a beaucoup de choses qui peuvent être testées. Il va falloir voir si ça fonctionne, comment ça fonctionne, et trouver un équilibre en fait avec toutes ces nouvelles façons de travailler entre les entreprises qui vont décider que le télétravail devient la norme et celles qui décident d'assouplir un petit peu leur politique. Il va falloir trouver le bon équilibre. J'en profite aussi, j'ai vu une étude ce matin qui a été publiée ce matin par Malakoff Médéric qui disait que 73% des salariés ont été contents de travailler depuis chez eux. Donc c'est aussi important. Je vous partage des petits sondages pour les participants auxquels vous pouvez répondre sur quelle était votre pratique du télétravail avant le confinement et comment vous adaptez aujourd'hui par la suite. Alors, très régulier. On a des amateurs du télétravail dans les participants. Alors, normalement, vous pouvez également maintenant voir les réponses. Donc, on voit quand même une majorité de personnes qui avaient l'habitude de faire régulièrement du télétravail, donc qui étaient déjà amenées à répondre à ces problématiques. Un autre sondage sur justement quelle sera votre politique après cette crise. Est-ce que vous avez adapté? Est-ce que vous allez être
ça va être beaucoup plus régulier maintenant le télétravail. Alors, pour ceux qui avaient déjà l'habitude de le faire, j'imagine que ça va rester la même chose. On reste sur des fortes pratiques du télétravail. C'est intéressant de voir que plus personne ne pense plus jamais mettre le télétravail dans son entreprise. Mmh. Alors, une autre question que j'avais reçue par email, qui venait de Josiane Mendes. Donc, c'est une question en fait qui vient d'un article qu'elle m'a partagé de Force Plus, qui était une interview de Loïc Le Gurin. Et dans l'article, il demandait que deviendra la relation client dans 5 ans. Et sa réponse était: en plein essor du digital, la relation client ne cesse d'évoluer. Entre amélioration des techniques pour augmenter la relation client et place de l'homme dans ces métiers, la relation client dans 5 ans aura un tout autre visage. Ce visage se composera sans nul doute d'un équilibre entre digital et humain. Qu'en pensez-vous? Donc Josiane nous posait la question de qu'en pensez-vous? Et oui, en fait, c'est totalement ce qu'on était en train de dire sur tout ce qui est le phygital, où on va chercher un hybride de la relation client entre le digital et le physique. Je sais pas si Carole, tu as quelque chose à ajouter. On en a parlé juste avant, donc c'est pas forcément. Si, moi je trouve que c'est très pertinent de se poser cette question-là. Bien sûr, on n'a pas de boule de cristal, donc c'est compliqué à Oui, dire, mais toujours à mon sens, compliqué. il faut quand même le lier au mouvement générationnel. Donc je l'ai abordé brièvement, mais c'est quand même un sujet de fond. C'est voilà, plus personne n'a envie de se parler au téléphone. Même moi, je suis pas du tout génération zen, mais je préfère avoir des textos ou des mails. Et là, on l'a vu pendant le confinement, la commande, on va avoir une façon de vendre ou de communiquer en fonction de son business, mais surtout de pouvoir vendre, que ce soit des commandes et des livres sur Internet, ça devient quelque chose d'essentiel. Et je pense que les entreprises qui vont tirer leur épingle du jeu, c'est celles qui, s'ils ne l'ont pas fait, vont vraiment le faire de façon sérieuse, pas juste un site Internet, mais un vrai tunnel de vente automatisé, avec une expérience client sans couture. Aujourd'hui, on est quand même beaucoup habitué à Amazon et c'est des centaines de millions d'euros d'investissement pour avoir ce niveau de qualité. Donc, il y aura ce mouvement-là de plus de digital, d'être capable de faire les choses sans communiquer oralement, en multicanal, omnicanal, digital. Et il y aura aussi un mouvement, il me semble, inverse, un retour un peu aux sources qu'on retrouve aussi dans la société. Là, on a vu plein de personnes vouloir quitter les grandes villes, aller dans des environnements moins urbains, avec plus de relationnel, de rencontrer des gens. Donc, en fait, on va assister un peu ce double mouvement. Et c'est un peu l'équilibre dont parlait la personne interviewée, sans trop. C'est qu'il y aura ça, il faudra à la fois être capable de proposer des expériences digitales sans couture excellentes, et en même temps de créer quelque chose qui soit personnalisé. C'est peut-être pas se faire en même temps, peut-être ce sont deux secteurs différents, deux orientations stratégiques différentes, je sais pas. En tout cas, il y a ces deux champs, quoi. C'est un peu en tension, à mon sens, et ça continue. Enfin voilà, ce sera un peu le monde dans lequel on veut vivre. Est-ce qu'on veut aller plus d'humain, des choses un peu. Et en même temps, on est habitué à un certain niveau de service. Donc, Oui. ça, ce sont des questions en relation client, je pense, qui sont vraiment importantes. Oui, et puis en fonction de chaque entreprise. Notre petit sondage, c'est pour les participants. Est-ce que vous avez profité du confinement pour innover sur votre relation client? Est-ce que vous avez proposé des nouveaux services ou des nouvelles façons de vendre ou autre? Peut-être que... alors oui, majorité, une grande majorité de personnes qui ont pu innover pendant le confinement sur leur relation client.
Ouais, super. Une autre question du coup qui suit, qui là prenez un petit peu plus peut-être votre temps pour répondre. Si vous avez des exemples et au niveau des résultats, je ne vais pas partager à tout le monde, mais je prendrai quelques réponses dans le lot. Les innovations, donc on en a parlé, c'est pas forcément quelque chose de révolutionnaire, c'est justement adapter quelque chose de nouveau à son entreprise. Alors, on a quelqu'un par exemple qui offre des contrats d'assistance informatique à distance maintenant, donc qui permet voilà de pouvoir profiter des outils. Garder le contact avec ses clients en lançant sa première newsletter, ça c'est WhatsApp aussi, c'est un canal où j'ai beaucoup entendu parler pendant le confinement de personnes qui utilisaient maintenant WhatsApp pour leur entreprise. Signature électronique, feuille d'émargement et participants pour les formations. Une formation à distance. Une formation marketing à distance, l'intervention. Donc, c'est ça qui est aujourd'hui qui est très intéressant, je trouve, pour les entreprises, notamment de services, qui sont capables de proposer des services à distance qui avant c'était pas forcément naturel pour leur entreprise et qui se sont rendus compte qu'en fait ils pouvaient s'adapter totalement. Privilégier l'intervention de nouveaux matériels à distance, formation à distance, ouais, c'est ce qui revient beaucoup. Merci beaucoup pour la participation. Donc encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser ou à échanger sur le chat par rapport à ce qu'on vient de dire. On va passer à la suite, donc tout ce qui est les outils de Zoho et comment on peut vous aider par rapport à vos besoins. Donc les solutions que propose Zoho. Donc chez Zoho, pour information, on est en télétravail depuis début mars et on le sera normalement jusqu'à la fin de l'été, voire plus. Si vous avez peut-être suivi dans l'actualité les informations, Zoho a décidé en fait de pouvoir travailler. Le CEO est reparti, en fait, s'est installé à la campagne en faisant un test grandeur nature de pouvoir s'installer à distance et travailler depuis un bureau à la campagne. Et donc c'est très intéressant parce que nous, c'est vrai que l'avantage nous en interne, c'est que Zoho est le premier utilisateur des outils de Zoho. Et donc on a pu faire cette transition en télétravail en vraiment quelques jours. Les 8000 employés dans tous les bureaux du monde, aux États-Unis, en Inde, mais également en Europe, on est passé en télétravail en quelques jours, voire même quelques heures pour certains. Donc Zoho, pour se concentrer sur l'expérience client, ce qui nous intéresse aujourd'hui, on dispose de plus d'une dizaine d'applications pour la gestion de la relation client. Que vous soyez dans le département marketing, commercial, que vous soyez en vente ou au support, vous avez une application ou plus pour vous aider. L'objectif de toutes ces applications est de garder une vue 360 de vos clients, que ce soit du premier contact jusqu'au dernier. Donc, premier contact via une campagne de marketing, que ce soit sur les réseaux sociaux ou une campagne d'appel via un formulaire sur votre site internet. L'objectif est de rester en contact avec vos clients du premier au dernier contact, finissant par les options de support. Si on regarde un petit peu le catalogue de produits de Zoho, on continue à monter en puissance, à ajouter des applications au fur et à mesure du temps.
Zoho CRM existe depuis 2005, mais si on regarde juste les 6 dernières années, on a une dizaine d'applications qui sont venues s'ajouter à l'offre expérience client. Donc en 2014, on a rajouté la facturation, on a aussi rajouté la gamification en 2016, qui peut être utilisée comme un des outils pour garder ces équipes motivées justement en télétravail, pouvoir faire des petites compétitions en interne sur la personne qui va fermer le plus de tâches, etc. La signature électronique, on a vu, je me disais tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a mis en place la signature électronique des contrats dans son entreprise, qui a été rajouté en 2018. On a également la gestion d'événementiel avec Zoho Backstage qui est arrivé en fin 2018, début 2019, qui vous permet justement sur la partie un peu physique de pouvoir suivre les interactions avec vos clients. Et en 2019, Marketing Hub, qui est notre outil de marketing automation. Voilà. On a d'autres outils, on a notamment un outil de e-commerce qui a été rendu public il y a tout juste un an, qui permet facilement de créer un petit site e-commerce. Donc pour commencer, le cœur de toute cette expérience client, c'est le CRM. C'est là où vous allez avoir toutes les données de votre entreprise. C'est là où vous allez pouvoir suivre ce qui se passe à n'importe quel moment dans votre entreprise, suivre les activités de vos collaborateurs, mais également suivre tout ce qui est les visites de vos clients, où en sont les différents contrats, etc. Important à noter, comme on est sur toute la partie télétravail, travail à distance, en bas à gauche, vous voyez la fenêtre de chat qui vous permet d'échanger avec d'autres personnes de l'entreprise. Un des gros avantages de Zoho, j'en parlais, c'est la possibilité d'avoir tous les outils connectés les uns avec les autres. Donc si vous utilisez le CRM, et que vous utilisez après Zoho Click, qui est notre outil de chat en interne, ça s'intègre automatiquement sur le CRM, et donc vos commerciaux n'ont pas besoin de quitter le CRM pour pouvoir parler avec d'autres personnes. Sur Zoho Click, vous avez également la possibilité d'appeler les différentes personnes automatiquement. Donc le CRM, ça vous permet de pouvoir sauvegarder les informations de vos clients, de pouvoir les organiser, d'avoir le suivi de la chronologie, etc. Votre pipeline de vente également pour faire le suivi de vos clients. Notre outil Zoho Analytics qui vous permet de suivre toutes les données. Donc comme le disait Carole, la donnée, faut faire attention à la donnée qu'on a et de pouvoir l'utiliser, parce qu'en fait on a beaucoup de données brutes qui sont réparties un peu partout dans l'entreprise et il faut pouvoir la déchiffrer. Zoho Analytics vous permet justement de faire ça, et l'avantage, c'est que vous pouvez facilement connecter avec une multitude d'outils disponibles. Que ce soit que vous utilisez Zoho CRM ou que vous utilisiez Salesforce ou HubSpot par exemple, vous avez la possibilité de le connecter à Zoho Analytics et de croiser les données en fonction des différents outils que vous utilisez. Zoho Sales IQ qui vous permet de suivre le trafic de vos visiteurs sur votre site internet et de pouvoir échanger avec eux. Donc deux choses, la partie suivi qui vous permet en fait de savoir ce que font les visiteurs sur votre site internet. Là, il peut y avoir des blocages, et également de savoir d'où ils viennent grâce à leur adresse IP, etc. Et le plus important, c'est de pouvoir communiquer avec eux. Chez Zoho, sur notre site anglais, au moment du début du confinement, on a lancé le chat pour nos équipes de vente, et ça a permis d'augmenter l'engagement des visiteurs sur notre site internet. Vous avez également la possibilité de créer des chatbots pour pouvoir engager la conversation avec vos clients, les visiteurs, et même quand vous n'êtes pas disponible devant votre ordinateur. L'automatisation, un des gros avantages des outils digitaux, c'est de pouvoir automatiser une grosse partie de votre processus.
Le but étant de se concentrer sur les tâches à valeur ajoutée et de pouvoir en fait faire vraiment maximiser votre temps. Donc là, par exemple, cet exemple précis, c'est une fonctionnalité qui est disponible sur le CRM qui s'appelle Blueprint et qui est disponible également sur Zodesk, notre outil de ticketing, qui vous permet d'automatiser et de paramétrer les différentes étapes du cycle de vente de vos clients. Et ça peut être utilisé à pour d'autres choses. Les règles de workflow qui sont également disponibles, qui vont déclencher un certain nombre d'actions quand il se passe quelque chose dans votre outil. Un exemple classique, vous recevez un appel d'un client, vous n'avez pas pu répondre, automatiquement vous allez avoir une tâche de rappel, de suivi pour rappeler la personne par la suite. Si vous avez des questions par rapport aux outils que je suis en train de présenter, surtout n'hésitez pas à poser vos questions. Claire est disponible pour vous aider sur les différentes questions. Marketing Hub, qui est notre outil, j'en ai parlé brièvement tout à l'heure, c'est notre outil de marketing automation qui vous permet de créer des parcours clients. Donc, vous allez pouvoir créer l'arborescence de votre parcours client. Donc, par exemple, si quelqu'un remplit votre formulaire sur votre site internet, vous pouvez définir les différentes tâches de suivi à faire par la suite avant d'envoyer ce contact sur le CRM en tant que lead qualifié. Vous avez un certain nombre de parcours préexistants et ça s'intègre automatiquement avec les outils de Zoho. Zoho Social qui vous permet de gérer l'intégralité de vos réseaux sociaux à un seul endroit et de pouvoir faire la publication sur vos différents réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter, Instagram, mais également Google My Business. Google My Business, c'est un outil de Google. Si vous publiez régulièrement dessus, ça va vous aider à remonter sur les recherches. C'est du SEO gratuit. Vous pouvez également gérer vos messages privés et les pousser dans le CRM, c'est-à-dire vous recevez un message sur votre page Facebook, vous pouvez l'envoyer vers votre CRM pour faire le suivi client par la suite. Vous pouvez également faire de la veille stratégique en suivant des mots-clés ou en suivant des pages de vos concurrents. Zodesk, donc, qui est notre outil de ticketing qui vous permet de faire de la gestion de tickets, pouvoir mieux répondre à vos clients. Et en fait, en utilisant les fonctionnalités de dashboard, de pouvoir faire remonter les problèmes avant qu'ils n'en deviennent dans votre entreprise. Vous pouvez aussi avoir le taux de satisfaction de vos clients. Toutes ces informations-là sont remontées dans le CRM. Donc, les commerciaux ont une vue globale de ce qui se passe. Si votre commercial pourra voir, par exemple, si le département marketing a envoyé une campagne, si cette personne-là l'a ouverte, et également si un de vos clients a un ticket qui est ouvert. Et dans ce cas-là, il faut résoudre le ticket avant de pouvoir contacter pour une démarche commerciale. Un outil de gestion de projet qui vous permet de gérer les différents projets dans votre entreprise. Un outil qui est très intéressant et que nous avons mis en place chez Zoho pour justement le passage en télétravail, qui permet vraiment de suivre ce qui se passe dans l'entreprise, et aussi sur lequel vous pouvez donner accès via un portail à vos clients. Donc, si vous avez travaillé sur des projets un peu plus complexes pour vos clients, vous pouvez leur donner accès et ils peuvent voir où vous en êtes sur les différentes étapes de votre projet. Quelque chose d'important et qui s'est beaucoup ressenti au moment du télétravail, c'est l'intégration des différents départements, différents services de votre entreprise à un outil de téléphonie. Ça s'est vu, il y a beaucoup d'entreprises qui sont parties, qui ont quitté leur bureau. Alors,
Partir avec le téléphone portable, c'était possible. Partir avec le téléphone fixe de l'entreprise, c'était un peu plus compliqué. Donc Zoho, on a une fonction disponible qui s'appelle Phone Bridge et qui permet de connecter tous vos départements à une seule plateforme, et que après vous pouvez connecter via une application sur votre mobile ou directement sur l'outil. Et après vous pouvez également le connecter à votre téléphone dans vos bureaux. L'avantage sur les outils, c'est le click to call. Vos commerciaux peuvent appeler directement depuis leur ordinateur portable ou depuis leur téléphone en un clic sur le CRM. Vous recevez également les appels sur le CRM et ça vous fait remonter la fiche quand vous avez un appel. Information importante parce qu'on parle de données, de gestion de données, c'est tout ce qui est protection des données qui est intégré et qui est natif aux outils de Zoho sur le suivi des sources des données, comment obtenir le consentement sur l'utilisation, mais aussi les bases de traitement les bases de traitement légales de chaque donnée que vous pouvez mettre en place. Information importante aussi, vos données, quand vous êtes sur le CRM, vos données sont stockées dans des data centers en Europe, à Dublin et Amsterdam. Au niveau des normes aussi, c'est important de le mentionner, Zoho fait très attention à ça, donc tout ce qui est normes ISO, respect des données, que ce soit dans le monde, nous avons toutes les certifications que vous pouvez retrouver en ligne. Sur le CRM, comment ça se concrétise? Vous avez la possibilité sur votre fiche client d'avoir la vision sur la confidentialité des données et vous avez en fait le suivi de comment se mettre en place. Et vous pouvez aussi, je parlais d'automatisation, tout à l'heure, vous pouvez mettre en place un automatisme sur l'utilisation, sur le traitement des données. Par exemple, vous recevez un formulaire entrant sur le CRM, vous pouvez automatiquement marquer la base légale de traitement va être l'intérêt légitime, car vous avez reçu la demande du client. Vos paramètres de conformité, combien de temps vous pouvez vous stocker les données dans votre outil, etc. Disponible sur le CRM, mais également disponible sur d'autres outils, notamment Zoho Campaigns, pour faire l'envoi d'email marketing. Avant de finir et de répondre aux questions, je voulais vous faire profiter d'une offre qu'on a qui sera disponible jusqu'à fin août, qui est le Remote Sales Office qui est disponible sur Zoho CRM quand vous allez dans la partie Marketplace. Et vous avez la possibilité en fait d'activer Zoho Click, Zoho Meeting et Showtime gratuitement pour tester. Donc Zoho Click, j'en parlais tout à l'heure, c'est l'outil de chat en interne. Zoho Meeting, pour organiser des rendez-vous avec vos clients, mais aussi en interne. Vous pouvez également organiser des webinars sur Zoho Meeting et Zoho Showtime qu'on utilise en ce moment même pour tenir ce webinar. Donc gratuit, disponible sur la partie Marketplace de Zoho. Donc voilà, est-ce que vous avez des questions? Alors ça peut être des questions pour moi, ça peut être également des questions pour Carole. Voilà, j'attends vos questions. Je vois qu'il y en a quelques-unes qui ont été posées déjà. Alors, quel est l'outil de SEO? Alors, l'outil de SEO, c'est pas un outil qui appartient à Zoho. C'est Google My Business que vous pouvez en fait intégrer sur Zoho Social. Alors, pouvez-vous en dire plus sur l'utilisation de Zoho Marketing Hub, un outil que Zoho ne sont pas du tout à ce jour? Alors, Marketing Hub, c'est un outil de marketing automation qui vous permet de créer un parcours client et ça peut être très simple, mais ça peut être aussi très complexe. Et vous pouvez en fait
déclencher un certain nombre d'actions en fonction des différents niveaux de contact avec vos clients. Par exemple, vous avez quelqu'un qui remplit un formulaire sur votre site internet, vous allez lui envoyer un email. Si la personne répond à cet email, vous allez pouvoir pousser les informations dans le CRM en disant pour envoyer un commercial qui va voir que cette personne a répondu à tel questionnaire, a répondu à l'email, donc il est intéressé par tel ou tel service, donc le commercial peut prendre le relais. Si la personne ne répond pas à cet email, vous pouvez envoyer des relances automatisées avec un parcours dédié en fonction des différentes actions. Est-ce que la personne a ouvert, et dans ce cas-là, vous allez envoyer un email A. Si est-ce que la personne n'a pas ouvert, vous allez envoyer un email B, etc. Vous pouvez vraiment complexifier. Donc ça, c'est la partie email. Et vous pouvez également le faire via, par exemple, Zoho Backstage, qui est notre outil de gestion événementielle. Gérer du marketing automation sur de l'événementiel. La personne est venue à notre événement, l'inviter automatiquement à participer au webinar par la suite. Vous avez d'autres possibilités. Alors, une question sur le PhoneBridge. RingCentral sont complémentaires ou concurrents? Alors, RingCentral, ils sont complémentaires. RingCentral est un outil qui s'intègre en fait au PhoneBridge de Zoho, qui permet justement de connecter au PhoneBridge et aux applications de Zoho. Alors, je vois que Claire a répondu à d'autres questions. Alors, y a-t-il d'autres questions? Ok, bon, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'autres questions. S'il y a d'autres questions, je tâcherai d'y répondre par email. Information avant de finir et nous quitter, on a un webinar qui est prévu pour le 9 juillet, donc dans tout juste 2 semaines, qui va vous présenter les dernières fonctionnalités de Zoho CRM. Donc, vous êtes peut-être rendu compte que Zoho CRM avait changé un petit peu de look ces dernières semaines. Vous l'avez peut-être testé. On a un certain nombre de fonctionnalités, notamment de marketing, qui sont disponibles. Je vous invite à vous inscrire. Vous avez le lien qui est affiché, zoho.to/crm-2020-1, sur lequel vous pouvez vous inscrire pour participer à ce webinaire qui aura lieu dans 2 semaines. Ce webinaire sera disponible également à la demande. Si vous êtes déjà parti en vacances le 9 juillet, vous pourrez vous connecter sur notre page webinaire pour pouvoir voir le replay. Merci à tous, merci à Carole pour la participation et puis pour la présentation, c'était très intéressant. Comme indiqué précédemment, vous allez recevoir par email un extrait de son livre Innover en pratique. Je vous invite également à rechercher sur là où vous écoutez des podcasts, l'épreuve coronavirus. C'est vraiment un très bon podcast très intéressant. Et la saison 2, du coup, Carole, si je ne dis pas de bêtises, qui est prévue du coup pour le mois de septembre. Merci à tous de votre participation et j'espère vous revoir prochainement dans un autre webinaire de Zoho.